Des mois, ou plutôt des années, s'étaient écoulées depuis l'entrée de Zun au service de Sa Nénène. Pendant ce temps, beaucoup d'Avalas avaient ravagé les cultures, charrié bestiaux et gros arbres et défoncé de plus en plus les routes publiques. Beaucoup d'événements s'étaient accomplis un peu partout dans le pays. Au pays pourri, notamment, il y eut du nouveau. 2 enfants de Tikok étaient morts, l'un de mal de mâchoire, l'autre de sarampion. Tikok, lui-même, n'avait pas tardé à les rejoindre au tombeau. Le malheureux paysan, en franchissant nuitamment une colline en pente rapide, cogna du pied une souche et dégringola au fond d'une ravine énorme et rocheuse. Le lendemain, on retira de cet abîme un cadavre méconnaissable, dont le crâne était broyé et les membres affreusement meurtris et fracassés. Sopum, après avoir épouvanté les échos des alentours par ses cris et ses lamentations, se consola et devint, sans même porter le deuil pour le défunt, la ménagère d'un de ses voisins, un nommé Boamabi, grand qu'après Lata devant l'Éternel. Quant à notre petite Zun, sans être nullement affectée par ses infortunes familiales, qu'elle ne sut d'ailleurs que fort tard, elle s'était étonnamment développée. Le milieu, les soins hygiéniques, une alimentation saine et substantielle avaient opéré ce miracle. Elle avait la tête couverte d'une chevelure grisâtre, il est vrai, mais aux tresses et luisantes. Son visage était plein. Ses yeux pétillaient de malice et d'intelligence. Son nez ne ressemblait point à celui de sa mère. Il n'était ni crasé, ni gros, ni trop petit. Il s'accordait admirablement avec l'ensemble de sa physionomie, dont la partie la plus intéressante était la bouche. Une bouche bien fendue aux lèvres sensuelles qui, en s'ouvrant, découvraient des gencives de couleur de caillemie et 2 belles rangées de dents très blanches. On ne pouvait voir cette sauvageonne ainsi transfigurée, avec sa taille souple et svelte, sans penser à ces chétifs arbustes de nos climats qui, émondés, dépouillés des lianes s'enroulant autour de leurs tiges, croissent et se développent prestigieusement par la montée en leurs fibres de la sève vigoureuse et nourricière de notre merveilleux terroir. Madame Boyotte contemplait son œuvre. Ce qu'elle avait tenté avec Zun lui démontra quelle transformation on pourrait opérer dans nos campagnes, au point de vue physique comme à tous les autres points de vue, si on s'était imposé la tâche de dégrossir, d'éduquer, de moraliser nos paysans. Avec son sagace bon sens, cette femme mit le doigt sur la grande et criminelle injustice dont ses frères des champs sont les tristes victimes. Tout pour les gens de la ville, rien pour les gens en dehors. Tout pour ces citadins moqueurs et feignants, et rien pour main noire qui nous donne le pain blanc. Aussi Madame Boyotte ne voulut point que sa filleule, oubliant son origine, traitât de haut les campagnards, quels qu'ils fussent, particulièrement ses fidèles pratiques. Elle ne se lassa de lui recommander d'apporter dans ses rapports avec eux de la douceur, de la bonté. Pachario. Ses conseils, qui partaient d'un cœur aimant, avaient le mérite d'être très pratiques, car nos habitants ont des mœurs moutonnières. Si l'un vous lâche, adieu le reste.
Madame Boyot n'oublia pas non plus de parler à Zoun du respect que tout enfant doit à ses parents. Il faut les aimer, les respecter, lui répéta-t-elle souvent. Une fois, contrairement à ses habitudes, elle fut obligée de lui administrer une cale. Zoun s'était conduite d'une façon fort incorrecte à l'égard de Sorpoum. À cette question, Zouno, qui les wap vin font titou en haut? Elle avait répondu à sa mère par un large quip et lui avait tourné le dos. Sa nénène, vexée, lui donna une volée de dano et la porte à demander pardon à Sorpoum. Elle fit plus. Pour que l'enfant pût réfléchir sur la gravité de sa faute et conserver longtemps le souvenir de cette correction, elle la mit en pénitence au seuil de la porte, les genoux sur une grage, et plaça une pierre dans chacune de ses mains tendues. Une coutume de l'époque qui a disparu insensiblement de nos mœurs, créait au profit des grands mondes un droit de protection et de surveillance sur tous les petits mondes indistinctement. Ce droit avait pour sanction, selon la gravité des fautes, la réprimande, la calotte, le patassuel, la pluche, la cale, le palaviré et le déculottage. Conséquemment, les enfants hors du logis devaient marcher droit, chimé drette, disait la coutume. Autrement, pour la plus légère incartade, l'espièglerie la plus inoffensive, le juron le plus inodore, il s'exposait à être fouetté en pleine rue par n'importe qui. Un inconnu, une personne de leur connaissance ou un ami de leurs parents, pourvu, bien entendu, que le correcteur réunit les conditions d'âge et d'expérience requises pour ce faire. Il n'y avait point de recours contre ces corrections sommaires. Le galopin battu n'avait que cette ressource, se taire et s'essuyer les yeux. Si, ne prenant pas bravement ce parti, il avait l'imprudence de s'en plaindre à ses parents, il se mettait toujours dans un fort mauvais drap, car, qu'il eût tort ou raison, on lui infligeait une nouvelle raclée des plus soignées. Le principe était force au grand monde, car seuls, en raison de leur âge, ils étaient les dépositaires de l'expérience. C'est en vertu de ce même principe que les grands mondes longtemps n'accouplaient pas ordinairement ensemble deux personnes ayant le même âge. Un homme de 40 ans prenait une femme de 16 à 20 ans. Une femme de 50 ans risque d'être traitée de canaille, se jetait dans les bras d'un mari de 25 ans. On justifiait ainsi la chose par cette raison péremptoire. Yon doit connaître passer l'autre. Ce qui revient à dire, l'un devait avoir plus d'expérience que l'autre. Madame Boyot, tenant à faire de Zoun une demoiselle rangée, n'omit point, à ses heures de loisir, de lui faire un petit cours sur cette partie de notre droit coutumier. Elle s'appliquait, d'une façon toute particulière, à lui montrer ce que gagnent les enfants à honorer les têtes blanches, et combien par contre ils mènent une vie de guillons et de tracas, quand, par inconduite ou irrespect, ils se sont attirés les malichons d'un vieillard. Elle concluait toujours par quelques aphorismes dans le genre de ceci: coûter,
c'est remède corps. Faut demander vieux pour qu'on ait la passe. Ou bien encore, à l'instar des prédicateurs qui parlent de l'enfer, elle recourait à d'impressionnantes images pour que son enseignement ne fût pas sans profit. Zun l'écoutait toujours avec la meilleure attention. Cependant, elle avait quelquefois au coin des lèvres un imperceptible sourire, surtout quand la nénine lui disait sur le ton d'une litanie: « Sou pas respecter grand moun, pichon va pousser sous, let caille va casser tête ou, wa neye nan craché ou, wa mouri gel ouvri, bras levé, petite moins. »